Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois ma première invitée qui est Maria Labrec-Duchesneau. Elle vient nous parler de l'organisme au cœur des familles agricoles. Plus tard à l'émission, notre chroniqueuse Isabelle Provencher nous amène son sujet, le pouvoir des câlins. À l'Espresso allongé, on poursuit sur le sujet « Sommes-nous tous des malades mentaux ?» Un sujet très vaste que Pierre va pouvoir nous décrire plus en détail. On a tout ça dans la prochaine heure de Folie douce. On commence d'abord en chanson avec Fanny Bloom. La chanson s'intitule « Sami Sami ». Bienvenue à Folie douce. Des fantômes se sont tus et la paix est revenue claire et franche. Alors la lumière est entrée par le bout de tes doigts. La lumière que je connaissais de toi. Oh Sami, Sami, je sais que les choses ont changé. Je vois que les lumières s'éteignent pour te laisser briller. Mais je ne comprends pas. Oh Sami, Sami, après nos élans défendus, j'ai décidé de rendre ce qui ne m'appartenait plus. Et j'ai fait ça pour toi. Je vois que les lumières s'éteignent pour te laisser briller, mais je ne comprends pas. Oh Sami, Sami, après nos élans défendus, j'ai décidé de rendre ce qui ne m'appartenait plus, et j'ai fait ça pour toi. Vous syntonisez l'émission Folie douce, celle qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale.
Je suis en compagnie de mon invité, qui est Mme Maria Labrec-Duchesneau. Bonjour, Mme Labrec-Duchesneau. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. On va parler ensemble Au cœur des familles agricoles, dont vous êtes la directrice générale. Et vous êtes également dans la vie travailleur de rang, puisqu'on va parler des problèmes sociaux et de santé mentale, des diverses problématiques que les agriculteurs peuvent rencontrer. Donc, j'aimerais ça, en début d'entretien comme ça, que vous nous expliquiez un petit peu le mandat, ou en tout cas les buts de cet organisme. Le Cœur des familles agricoles a été créé pour aider les familles agricoles, et ce, à travers le Québec. Qu'est-ce que j'apporte comme aide? Bon, du soutien physique, face à face, du soutien téléphonique avec la personne, du soutien matériel, si on peut dire. Parfois, j'ai un producteur qui peut avoir besoin d'un équipement qu'il ne trouve pas, puis je suis au courant qu'il y en a un autre qui l'a à vendre. Je suis un petit peu... je fais beaucoup de liens et références. C'est-à-dire que tous les problèmes sociaux existent aussi en milieu rural. Donc, je fais énormément de liens avec d'autres personnes ou d'autres organisations, ou même dans le système de santé aussi, afin que les personnes qui ont une difficulté trouvent réponse à cette difficulté. Oui, comment est arrivée cette idée de fonder l'organisme? Ça a été fondé à quel moment aussi? En 2000. Oui. J'ai été légalement inscrite comme organisme de bienfaisance en 2003. En 2000, je faisais des transferts de fermes, c'est-à-dire qu'ici au Québec, on est de génération en génération transmise, les fermes sont transmises. Donc, mon travail était d'être facilitant dans les échanges entre le fils ou la fille et les parents. Oui. Et je voyais toutes sortes de problèmes physiques, des problèmes d'argent, des problèmes de toutes sortes, de tout ordre. Et j'ai dit, comment qu'on fait pour parler d'argent, transmission de la ferme à un autre et à une autre personne, quand on a tant de situations conflictuelles pas réglées. Oui. Alors, j'ai quitté cet emploi et j'ai créé Au cœur des familles agricoles. Et vous-même, êtes-vous du milieu agricole? Avez-vous Je viens du milieu agricole, mais mon père était producteur laitier. Alors, je connais un petit peu la production laitière et je me suis intéressée à toutes les autres productions pour bien comprendre la dynamique. Oui. Et dans chaque production. Oui, dans les médias en général, on parle peu de ça, mais il y a effectivement beaucoup de problématiques. Il y a une certaine période où on a parlé où il y avait des agriculteurs se suicidaient parce que ça devenait beaucoup trop difficile. Le travail, la charge de travail, le manque d'aide et toutes sortes de raisons. Mais on n'a pas entendu parler tant que ça. C'est complexe, vous savez. Travailler dans l'agriculture, c'est aussi travailler avec toutes sortes de programmes, avec toutes sortes de paperasses à remplir, avec toutes sortes de situations, ne serait-ce que M. Harper qui a fait en sorte que les travailleurs étrangers puissent moins arriver facilement. Sachez que dans le maraîcher, on en a besoin des travailleurs étrangers et dans d'autres productions. Ouais. Parce qu'ici, au Québec, on a de la misère à trouver de la main-d'œuvre. On vit dans le rang. On s'entend que vivre dans le rang, on vit un petit peu plus isolé que d'autres. On n'est pas en ville, on est dans le rang avec un rang rempli de familles, la même, très souvent, parce qu'on se transmet les fermes de génération en génération. Fait que il faut apprendre à se parler, il faut apprendre à se comprendre, il faut apprendre à mieux accepter les frustrations parfois, oui. Et à perdre aussi. Parce que quelqu'un peut être élu pour être le transfert, pour être le futur sur la ferme de par son âge, son lien avec l'entreprise, mais parfois il y a trop de relève pour la ferme, la grandeur de la ferme, fait qu'on faut en faire un deuil ou aller ailleurs, mais aller ailleurs à quel prix et avec quel argent. Oui. Donc moi, mon travail, ça consiste à les aider, à être facilitateur pour eux afin de trouver le meilleur pour eux. Oui. On dit souvent que les gens en ville sont très isolés malgré qu'il y a une densité de personnes. Est-ce que il y a un peu d'isolement aussi dans les rangs, dans les endroits? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, c'est ça? Oui, quand on va y aller avec une ferme laitière, mettons. Mais quand tu fais la traite, t'es seul. Il y a quelqu'un d'autre qui fait le côté nutrition, mais t'es seul. L'autre est ailleurs dans l'espace X.
quand tu es dans le tracteur, tu es seul. Quand tu es en train de vérifier, je sais pas moi, telle situation, ça ferme, tu es seul. C'est pas comme travailler dans un bureau où tu vas rencontrer 3, 4, 5, 6 personnes, voire 10, voire 50. On est loin de ça, là. Et on est dans le rang. Alors, quel service que nous avons qui va aider un producteur à continuer à produire parce que qu'on a le bien, ça va bien, continuer à travailler. Mais quand ça va pas bien, qui va le faire à ta place? Ouais. Moi, je vois des gens là, qui ont un plâtre, puis ils vont tirer vache pareil, là. Vous verrez pas ça, vous verriez pas ça en ville, là. Non, exactement. Je vois des gens enlever leur point de suture tout seul puis continuer à travailler. Seigneur, c'est des gens tellement passionnés, tellement travaillants, mais l'ouvrage est jamais fini. Vous, quand vous allez terminer votre émission, vous allez dire, à la prochaine émission. Mais vous avez une fin. Mais en agriculture, il n'y en a jamais de fin. C'est ça, exactement. Même quand c'est saisonnier, on dit qu'il n'y a pas vraiment de fin, parce que même si des gens produisent des fermes laitières, c'est à l'année longue, mais même le maraîcher, il y a certainement beaucoup de paperasse. Le maraîcher, oui, mais le maraîcher, c'est une particularité, on est un pays nordique, fait que c'est tout en même temps. Ouais. Comme là, la chaleur de l'été, c'est accablant. À l'automne, quand est-ce que ça va geler? Ils sont toujours devant une situation précaire. Ouais. Va-t-il grêler? Et si ça grêle, qu'est-ce qu'ils perdent? Beaucoup. Donc, non, la plupart n'ont pas d'assurance parce que ça coûte trop cher. Fait que t'es toujours au bout de quelque chose. Souvent, on me parle de stress, parce que je parle souvent de stress parce que on travaille avec du vivant, que ce soit dans la terre ou dans les animaux, c'est quand même du vivant. Et on est dépendant de la température, dépendant des prix, dépendant du marché international. Regardez juste dernièrement, depuis, je vous dirais 1 an, qu'on nous parle de gestion de l'offre. Ouais. Y a-t-il des urbains qui vous en parlent de la gestion de l'offre, puis qu'est-ce qui pend au-dessus d'un producteur comme étant fragile? Moi, j'ai du monde qui sont comme tout croche. Qui se disent, mon Dieu, il faut que tu vendes, là, on est en train de perdre tout ce qu'on a travaillé si fort. Mais ça, c'est du stress. Oui, c'est pas évident. Ça l'est pas. Oui, comment vous faites pour aller au-devant des gens? Parce que j'ai l'impression, on parlait tantôt de solitude, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, on peut pas, comme vous dites, ils sont loin, ils sont peut-être isolés dans leur milieu, donc on peut pas déceler nécessairement que ça va mal avant que ça peut prendre du temps, tu sais. Si je me fie à depuis hier et aujourd'hui, j'ai eu 3 téléphones. Un, c'était une cousine qui m'appelait pour son cousin. L'autre, c'était la mère qui m'appelait pour sa fille. Et un autre, c'était le mari lui-même qui m'appelait pour me dire, un papa, là, pour me dire qu'il y en avait plein son casse. OK. J'ai une maison on a parti une maison de répit en agriculture, la première au monde. Et Dieu sait que la France n'aurait bien besoin présentement pour accueillir toutes ces personnes qui sont en train de faire faillite au niveau du lait. Vous les voyez très bien dans les journaux un peu partout depuis des mois. Oui. Écoutez, toucher quand on shake les piliers du temple, là, on va dire ça comme ça, mais il y a des répercussions en bas, là. Oui. Quand on touche à la gestion de l'offre, c'est la même affaire. Quand il y a de la grêle, si ça grêle chez vous, puis vous êtes dans la maison, puis vous constatez qu'il y a des grains qui tombent, qui devraient peut-être pas être là, mais chez vous, ça fait pas grand dégât, mais dites-vous que c'est un maraîcher, ça fait du dégât. On peut penser à un paquet de façons de voir, mais notre agriculture, monsieur, là, vous et moi, là, on cultive pas demain matin. Et l'aliment de base vient d'eux. Ils viennent pas du supermarché, ils viennent du producteur agricole. Si on leur fait pas attention, qui va le faire? Ici au Québec, on a une agriculture bien surveillée, bien encadrée. Vous avez pas idée comment ce qu'elle peut être encadrée, mais moi je le dis souvent, pourquoi qu'il y a tant de produits de l'extérieur qui rentrent, qui n'est pas encadré, ni au niveau environnemental, puis ni au niveau de la qualité de l'aliment. Oui. Mais ça rentre à pleine porte. Le métier d'agriculteur, est-ce que c'est un métier en voie je dirais pas en voie de perdition, là, mais on sent peut-être qu'il y a moins de gens qui le font pas par honneur, mais par, tu sais, c'est tellement demandant comparativement à avant. Je suis pas sûre que
si parfois c'est pas par honneur. Oui. Oui, parce que on est transmis de génération en génération et il y a plein de générations qui tombent présentement. Je les vois. Je sais que ça se vend. Je sais que pour certaines productions, ça s'industrialise. Je constate certaines choses mais c'est nos régions qui vont souffrir parce que les producteurs qui ferment, qui lâchent, j'ai peut-être un producteur qui grossit, là, mais c'est du monde en moins dans la région, ça. Oui. Et moi, ça me préoccupe. Ça me préoccupe dans les régions dites plus éloignées. Quand on ferme des portes, là, c'est rare qu'on les rouvre, là, parce qu'on n'a pas les moyens de les rouvrir, ces portes agricoles-là. Alors oui, je m'inquiète pour ces personnes-là. Oui, je m'inquiète pour les petits villages qui veulent survivre, mais qui perdent leur monde pour la ville. Et c'est l'agriculture qui tient nos régions, hein, vous le savez, ça. Et on n'a pas assez conscience, comme vous le disiez, que le marché de l'agriculture aide quand même toute la population là, à vivre. Là. Alors, on ne prend pas conscience assez souvent, je pense. À mon sens, c'est le seul métier que je connais que tu es obligé d'avoir pour vivre. C'est l'agriculture. Oui. C'est le produit de base. Qu'on le veuille ou pas, il faut se vêtir, il faut se nourrir, puis il faut s'instruire. Bref, on s'entend que la pyramide Maslow est là. Oui. Mais se nourrir, c'est pas vrai que ça vient du supermarché. Ça vient des producteurs. Et on devient pas producteur en claquant des doigts, croyez-moi. Alors, comment vaut une terre? Comment vaut une bête? Il faut en prendre soin de nos agriculteurs. Comment on fait pour pas idée. Les gens qui nous écoutent, parce qu'on est diffusé un peu partout par le web, on est diffusé dans la région de Montréal, il y en a aussi de l'agriculture dans la région de Montréal, mais les gens qui ont des problématiques sociales peuvent vous communiquer avec vous, peut-être par le site web, ou comment ça fonctionne? Moi, on peut communiquer, que je vous ai donné sûrement mon adresse du web. Oui. Juste s'arrêter puis comprendre notre agriculture, comprendre quel effort qu'ils font au niveau de l'environnement, juste comprendre. Et qu'est-ce qui est le plus important pour moi, c'est quand vous faites une promenade en campagne, arrêtez-vous et dites-leur merci. Dites-leur merci. Ils vont être contents. C'est tout ce qu'ils ont besoin. Vous avez raison. On va laisser l'adresse web, c'est pour justement en savoir plus sur l'organisme et en savoir plus sur la réalité des agriculteurs. Donc, c'est le www. Donc, c'est ACFA Réseau, c'est ça? Exact. Puis .qc.ca. Donc, ACFA Réseau au pluriel .qc.ca. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, Mme Labrec-Duchesneau. Bonne continuité dans votre tâche qui n'est pas facile et j'espère que les agriculteurs vont au moins avoir le réflexe de communiquer avec vous pour au moins sortir, en fait, les problématiques qu'ils peuvent avoir. En parler à quelqu'un, déjà, ça va aider à rendre la situation peut-être plus intéressante. Écoutez, je vous remercie. Puis, à votre prochain repas, vous penserez à tous les producteurs qui ont travaillé pour. Absolument, promis. Et puis, je suis certain que les auditeurs vont joindre aussi à votre message. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci à vous, c'est fort gentil. OK, au revoir. Au revoir. Comme des mouches derrière mes stores, des valises sans voyage traînent dans mon char, ils perdent le nord. Faut sortir son derrière du lazy boy, en arrière, comme les cowboys. Faut brasser son cœur, le jeter dans un train, retarder son heure, trouver le chemin de son Himalaya. La vie sert à ça, des trous dans les bords,
déjà pensé de venir avec moi? Ça manque un peu d'amour dans l'agenda. Pense à ça. On laissera nos histoires dans ta sacoche. Et dès lundi matin, au fond des poches, faut brasser son cœur, le jeter dans un train, retarder son heure, trouver le chemin de son Himalaya. La vie sert à ça, des trous dans les bras, brasser son cœur, le jeter dans un train, retarder son heure, trouver le chemin. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. C'est maintenant le moment du bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Slémalo. Bonjour. Alors Pierre, tu as décidé de poursuivre le sujet de la semaine dernière. En fait, sommes-nous tous des malades mentaux? Oui, c'est d'après un livre qui a été écrit par le docteur Alan Francis. Oui, qui est très critique sur le DSM. Exactement. En fait, le titre tout au long, c'est « Sommes-nous des malades mentaux, le normal et le pathologique », écrit par le docteur Alan Francis, un ex-psychiatre, oui, qui n'est pas contre la médication ou ce genre de traitement, mais il se pose des questions. Surtout sur le DSM-5, le plus sur récent. La surcatégorisation des supposées problématiques. La Bible des médicaments. La Bible des médicaments, oui, le DSM. Alors, je poursuis cet extrait de son livre. Et il nous dit « Les psychotropes sont devenus les produits stars de l'industrie pharmaceutique et les plus lucratifs, plus de 18 milliards de dollars en 2011 pour les antipsychotiques, c'est-à-dire soit 6% des ventes, aussi incroyable que cela puisse paraître, nous dit-il. 11 milliards pour les antidépresseurs et près de 8 milliards pour le traitement des troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité. Les dépenses en antipsychotiques des nouveaux patients clients, entre guillemets, ont triplé et leur consommation d'antidépresseurs a presque quadruplé en 20 ans, c'est-à-dire entre 1988 et 2008. Remarquez que toutes ces statistiques proviennent des États-Unis parce que le docteur Francis est américain, mais il parle de temps en temps des chiffres au Canada et ça se ressemble beaucoup, toutes proportions gardées. Oui. Il nous dit que les praticiens qui délivrent ces pilules ne sont en outre pas les bons. Dans 8 cas sur 10, le prescripteur est un médecin généralisé mal formé pour traiter ce type de pathologie et lui-même soumis à la pression des laboratoires et de leurs représentants, sans oublier celle de leurs patients, eux-mêmes trompés par une publicité télévisée mensongère. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Oui. Surtout que maintenant, surtout au Québec, c'est beaucoup les gens dans la première ligne qui doivent s'occuper de patients, surtout ceux qui n'ont pas des cas très graves. Là. Ouais. Et souvent, ils sont moins au courant de la bonne médication appropriée. Là. En outre, dit-il, ces diagnostics sont établis lors de consultations de 7 minutes en moyenne et sans le moindre examen clinique, un tant soit peu systématique. Toujours selon cette réception à San Francisco, je suis tombé sur d'autres amis ayant travaillé comme experts pour le DSM-5, eux aussi très excités par leur dernière petite trouvaille. C'est à ce stade que j'ai commencé à réaliser que je pourrais moi-même prétendre à plusieurs des troubles récemment découverts, entre guillemets, par mes collègues et aujourd'hui intégrés au DSM. Ma gourmandise et ma passion pour les crevettes et les côtes d'agneau deviendraient de l'hyperphagie boulimique. Ma tendance à oublier visage ou nom propre, c'est sans doute un trouble neurocognitif mineur, entre guillemets. Mes états d'inquiétude ou de tristesse correspondraient
correspondaient quant à eux à l'étiquette, entre guillemets, anxiété mixte ou trouble dépressif. La peine éprouvée à la mort d'un proche deviendrait un trouble dépressif majeur. Mon hyperactivité bien connue et ma tendance à la distraction, les indices manifestes d'un trouble de déficit de l'attention, entre guillemets. C'est dire si, en l'espace d'à peine 1 heure de bavardage, mon état psychique s'était considérablement détérioré puisque je me trouvais déjà affublé, à en croire la dernière mouture du DSM, de 5 nouvelles pathologies. Sans oublier mes petits-fils de vrais jumeaux de 4 ans dont les caprices ou les colères ne devenaient pas seulement embêtants. Eux aussi étaient probablement atteints du trouble dit du dérèglement de l'humeur. Bref, il me paraissait assez clairement que le DSM-5 allait provoquer une belle pagaille. Que faire? Il y a eu tous les diagnostics sauf celui d'être narcissique dans le temps, dans ces 30 minutes. Là. J'imagine qu'il aurait pu l'ajouter en quelque part. Il nous dit les conversations, si j'ose dire, troublantes qui ont émaillé ce cocktail de 2009 ont finalement eu raison de ma complaisance et m'ont poussé à entrer dans l'arène. Le problème ne tenait pas seulement à l'atmosphère secrète et confinée qui entourait la préparation du DSM-5. Le produit de cette réflexion pouvait aussi s'avérer très dangereux pour peu que le syndrome de risque psychotique, entre guillemets, y fasse son entrée. Et ce sont des bataillons entiers d'innocents jeunes gens qui pourraient bien devenir obèses ou mourir prématurément des effets d'une médication inutile, résultant elle-même d'une erreur de diagnostic. À n'en pas douter, le DSM-5 allait créer un désastre en matière de santé publique et il me semblait que les gens devaient avoir une voix au chapitre. J'ai compris alors qu'il serait égoïste et lâche de m'en tirer au prétexte que mon ami Bob pouvait à lui seul se charger de l'essentiel du travail. Les troubles psychiatriques véritables exigent un diagnostic rapide et un traitement approprié. En règle générale, ils ne s'arrangent pas tout seuls et plus on les laisse persister, plus ils deviennent difficiles à soigner. Par contraste, le docteur Francis nous dit les inévitables difficultés qui surviennent dans la vie courante finissent par se résoudre d'elles-mêmes, que ce soit grâce à notre résilience naturelle ou au pouvoir guérisseur et cicatrisant du temps. Et je continuerai un peu plus tard dans l'émission. On va poursuivre à l'Espresso allongé. Donc, sommes-nous tous des malades mentaux à l'émission Folie douce? Demeurez des nôtres. À venir dans l'émission Folie douce, nous accueillons notre chroniqueuse Isabelle Provencher. Isabelle nous parle du pouvoir des câlins. À l'Espresso allongé, on poursuit sur le sujet « Sommes-nous tous des malades mentaux ?» Vous entendrez aussi en chanson Willy de Jean Leloup et Juste pour le fun de La Loi des cactus. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse folieDouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis près de 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous?
Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. J'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Provencher. Bonjour Isabelle. Hey, bonjour Yvan. Heureux de te recevoir encore une fois au studio. T'es une participante de longue date à Folie Douce et aussi à notre organisme Antenne Communication. T'as vécu un peu notre évolution à travers les années, tout ça, et tu es de retour dans notre studio. C'est ton métier est plus de travailler au niveau des activités culturelles, je pense, et au niveau municipal. Là. Au sport loisir, culture, sport loisir développement et tout. social. Alors, tu as toujours un intérêt pour ça, mais tu veux absolument, il y a quelque chose qui t'a beaucoup marqué. C'est le fait le bienfait en fait du câlin. Tu voulais nous entretenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup d'informations pertinentes sur ça. Donc, j'aimerais ça que tu nous présentes un petit peu le sujet. Oui, puis je m'ennuyais beaucoup de faire des chroniques. Oui, alors. Vraiment, ça me nourrit. Exactement. Je m'ennuyais de tout ça. C'est le fun d'être dans le CA, mais j'aime ça vous jaser. Puis on n'a pas toujours l'occasion de t'inviter, puis pour toutes sortes de raisons. Des fois, il y a des moments de l'année qui sont plus occupés, mais là, on t'a avec nous, alors on va profiter, on va pouvoir t'écouter, et les auditeurs également vont écouter. Oui, je vais vous parler des bienfaits du câlin. Oui. Puis après, je vais vous parler de mon expérience. Oui, c'est ça. Parce que j'ai fait l'expérience avec le bel Olivier. Oui. Donc, les bienfaits du câlin, savez-vous que une accolade de 10 secondes chaque jour suffirait à réduire la tension artérielle et prévenir les risques de maladies cardiaques, selon une étude. Et ça coûte pas grand-chose. Ça. Ben là, 10 secondes. De le faire. Ça devient une deuxième nature. Justement, tu y penses plus, après, c'est automatique. Puis c'est tellement plaisant. Je pense qu'il doit avoir un côté addictif. Oui. Sûrement. Mais tu sais, la société d'aujourd'hui, je pense que tu vas être d'accord avec moi, les gens sont tellement... je trouve que le contact humain est tellement loin. Tu sais, les gens sont tellement... loin, sont pressés, sont occupés dans leur bulle. Ils sont dans leur bulle, sont indépendants. On a comme peur, tu sais, tu frôles quelqu'un, excusez, ça, mais dans le fond, le côté de contact humain, le contact de gens qui se touchent, là, c'est pas évident. La société est rendue comme un peu, je sais pas, comme on est éloignés l'un l'autre, je dirais. Je pense de peur d'être dérangé, d'être rejeté, on préfère garder nos distances, alors que pourtant, l'être humain a besoin du toucher. Exactement. C'est prouvé dans plusieurs études. Les enfants, il y a eu des études d'un enfant qu'on peut masser chaque jour, comment il va évoluer plus que l'autre enfant à côté qu'on ne touche jamais. Oui. Donc, c'est vraiment conseillé. C'est un besoin vital d'avoir un contact humain et non pas juste des paroles et des discussions. Et c'est beau, là, mais je veux dire, ça reste que le corps humain a des besoins. Toutes les énergies, le transfert d'énergie, tout le côté thérapeutique de la chose, des gens qui sont en dépression, les gens qui ont des problèmes de santé, multiples problèmes. Je parlais de problèmes cardiaques, problèmes d'hypertension. Il y a un psychologue qui s'appelle le docteur Jan Astrom qui a fait une étude qui a été publiée dans la revue Comprehensive Psychology qui parlait justement des bienfaits pour les gens qui ont des problèmes d'hypertension artérielle, de juste régulièrement, puis 10 secondes, on s'entend que c'est pas long, là. Tu peux le faire plus longtemps. C'est une excellente... tu pourrais le faire une minute, puis ça sera pas vraiment plus difficile. Hein? Exactement. Fait que je vais vous donner un petit peu un aperçu des bienfaits que ça peut apporter. Paraîtrait-il qu'on est plus patient quand on fait des câlins. Donc, donner un câlin ou recevoir un câlin, ça libère de l'oxytocine. C'est l'hormone de l'attachement. Et ça diminue aussi le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress. OK. Donc c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, en fait, en termes scientifiques, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a des bienfaits là, définitifs, là, c'est clair. Là. Oui, tout à fait. Et ça, tu as parlé de la santé physique, mais je suis certain que la santé mentale, on parlait dans le fond de gens qui sont en dépression ou des gens qui sont très stressés ou qui pourraient avoir des problèmes de santé, mais la santé mentale, il me semble que les gens qui ont des problèmes de santé mentale, s'il y en a qui ont besoin de câlins, c'est bien. La dépression, c'est un problème de santé mentale, comme je disais tout à l'heure, c'est ça. Mais il y a aussi, ça a l'air drôle à dire, mais ils disent qu'un enfant qui reçoit beaucoup de câlins, c'est un enfant qui va être plus confiant en lui. Donc,
sais, la confiance en soi, ça touche la santé mentale. Oui. La force aussi, tu vas être plus solide sur tes convictions, sur qui tu es. Et je pense qu'il n'est jamais trop tard pour donner ou recevoir des câlins. On parle souvent des enfants parce que souvent on se dit c'est bien partir dans la vie, là, mais il y a des gens qui en reçoivent pas de câlins, qui n'ont aucun contact humain avec personne. Là. D'ailleurs, petite anecdote personnelle, quand j'étais plus jeune, à un moment donné, je suis allée voir ma grand-mère paternelle, puis je lui ai dit, mamie, j'aimerais ça te donner un câlin, puis elle a dit, ben moi, chez nous, on faisait pas ça. Puis je dis, ben moi, mamie, je vais te montrer comment on fait ça. Et à partir de ce moment-là, on s'est mis à se donner des câlins. Drôlement, mon grand-père, lui, il était associé au câlin. Il me donnait toujours des câlins. C'était, viens ici, je vais donner une grosse caresse. Puis j'aimais beaucoup ça. Et ça, c'est resté. Et là, je l'ai fait avec ma grand-mère, qui n'était pas habituée parce que dans sa famille, ils se touchaient pas. C'est ça, exactement. Il y a une génération où les gens avaient peur des contacts. Mais tu sais, quand c'est un contact comme ça, je pense que c'est juste bien. Tu sais, c'est pas trop intime, mais en même temps, c'est assez intime pour que tu ressentes quelque chose. Il y a quelque chose qui traverse. Là, Puis contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y en a qui se disent « Ouais, mais là, tu vas partager des microbes. » Non! Au contraire, ça stimule ton système immunitaire, puis ça te protège. Puis c'est probablement moins épais que de donner la main, tu sais. Ou que d'embrasser. Oui, parce que effectivement, toucher un bouton d'ascenseur, c'est probablement épais, puis ça donne pas la même sensation que d'avoir un câlin. Là. Pas du tout. C'est ça. J'avais aussi envie de dire que, en fait, ça donne un sentiment de protection, on se sent protégé, tu sais, quand quelqu'un te donne un câlin, donc de faire ça régulièrement. Et au travail, on a commencé à faire ça avec certains collègues. Il y en a qui sont un peu plus gênés que d'autres. Et puis, on se donne des câlins quand on arrive le matin. Puis c'est vrai que ça fait tellement du bien. Là. Mais c'est vrai que dans le monde du travail, écoute, on parle souvent dans le monde, mais écoute, s'il y a un monde qui est tellement stressant et qui est tellement... chacun est dans sa bulle, puis c'est assez, ça doit complètement donner une atmosphère beaucoup plus souple, beaucoup plus douce dans le bureau, en fait. Bien, disons que je voulais aller un peu plus loin dans cette démarche-là. J'avais des cartes de câlin avec moi parce que j'ai fait l'expérience avec Olivier. Oui, Olivier Blais. Puis, je peux peut-être vous en parler un petit peu. Donc, quand j'ai fait l'expérience avec Olivier, c'était assez... mon Dieu, éprouvant, je vous dirais. Vous savez que je suis une personne sensible et j'étais donc au coin de Sainte-Catherine et Saint-Denis. En plein hiver? Non, c'était pas l'hiver. Ça fait pas si longtemps, mais non, c'était pas l'hiver finalement. Ça donnait pas l'hiver. Ouais. Il faisait plutôt chaud quand même. Puis, à un moment donné, quand je donnais des câlins, j'avais toutes sortes de réactions. J'ai eu des « Ah oui, gros câlin »,« Ah non, t'es trop belle ». Je trouvais ça très drôle. J'ai eu aussi « Ah non, garde tes microbes pour toi ». Dans le sens, c'est trop belle, dans le sens, c'est dangereux. Je veux pas te toucher, t'es trop belle. Ah, OK. Puis j'ai eu aussi des « Herc, garde tes microbes pour toi ». Puis il y a une personne qui a pleuré dans mes bras, puis là, j'étais comme un peu désarmée parce que, tu sais, c'est un coin qui est difficile. Puis finalement, cette personne-là m'a demandé de l'argent. Là, je me disais, bon, qu'est-ce que je fais? J'en donne-tu? J'en donne pas? J'ai décidé d'en donner en sachant pas trop. Tu sais, dans la vie, moi, je me dis, j'espère que si jamais un jour je suis mal prise, j'aimerais ça qu'on m'aide. Ouais. Donc, je voulais pas aller à des conclusions de cette personne-là va prendre l'argent pour boire, fumer ou whatever. C'est ça. Fait que j'ai donné l'argent. Ouais. Plus tard, et après, j'ai pleuré et Olivier m'a donné un beau câlin pour me réconforter. Puis je pense que ça faisait partie un peu de l'expérience et de l'apprentissage parce que dans le fond, c'est dans un coin où il y a toutes sortes de gens. Ouais. Puis il y a toutes sortes de réactions. Puis, c'est peut-être là que les gens en ont le plus besoin, parce qu'autant il y a beaucoup de gens, autant il y a tellement de solitude. Il y a beaucoup de gens, sauf les gens sont tellement seuls, que beaucoup plus souvent au centre-ville, par exemple. Oui, puis c'est un endroit où il y a des distributions de nourriture pour les sans-abri, puis c'est un peu un endroit stratégique qui a été choisi justement par Olivier Labrigade. Et as-tu fait à une seule reprise l'expérience de donner des câlins? J'ai tellement aimé ça que j'ai demandé de participer à une fête de quartier qu'on a eue. Puis il est venu avec la brigade, puis j'avais demandé de m'apporter... C'est toujours au quartier au centre-ville ou c'était un quartier... Non, là, c'est dans le sud-ouest où je travaille. Okay. Puis... C'était super le fun parce que les gens ils ont bien réagi. L'amour à sa place partout. Donc, les gens, ils ont...
sais, c'est une fête familiale, ça avait vraiment sa place. Puis, c'est drôle, il y a des messieurs qui me couraient après parce que j'avais mon chandail de câlin. Des messieurs qui m'ont couru après pour avoir des câlins. Je trouvais ça très, mais très surtout, drôle. l'idée aussi là-dedans, c'est que on dirait qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui fait rien pour... Il y a personne qui fait rien gratuitement. T'sais. Une activité gratuite, on dirait que tout le monde s'attend à... En général, va dire, ben, je ferai pas ça parce que je suis pas payé ou je veux... Tu sais, un geste gratuit, tu sais, comme on en fait des fois de céder sa place dans le métro à une personne qui a des problèmes par exemple, qui est âgée ou... Tu sais, c'est un geste gratuit, mais des gestes gratuits comme ça, il n'y en a pas tant que ça. Oui, puis des fois, ils vont te regarder en se demandant, mais qu'est-ce qu'il va me demander? Ouais, c'est comme... Y a-tu quelque chose qui cache derrière ça ou qu'est-ce qui se passe? Puis pour ceux qui sont mal à l'aise, je trouvais ça intéressant. Il y en a qui disaient comme non, mais là, je disais, un high five, tu sais. Ouais. Puis souvent, j'avais un sourire, puis ah oui, let's go, tu sais. Donc, mais en général, la réaction est vraiment positive, puis c'est super agréable, là. Oui. Est-ce que tu as d'autres données sur le niveau du bienfait des câlins? On a parlé de plusieurs informations. Puis ça se fait un peu partout dans le monde, d'ailleurs, hein, cette activité-là. Ce n'est pas qu'ici, au Québec. Oui, d'ailleurs, peut-être pour ceux qui seraient intéressés, il y a un livre que je trouve très intéressant qui s'appelle « Petit livre des gros câlins ». C'est Kathleen Keating qui a écrit ce livre-là. Donc, ça parle... de tous les bienfaits, mais plus en détail que moi. Oui. Mais étant donné que j'avais plusieurs cartes de câlins, moi, je suis allée dans un ashram pour mes vacances, puis je me suis amusée à donner la carte, puis à demander aux gens de la faire se promener en espérant qu'elle se promène un peu partout à travers le monde. Oui, parce exactement. que je sais que Olivier fait ça aussi, qu'il y a des gens en France, qu'il y a des gens un peu partout là, qui se promènent avec la carte. Oui, j'allais dire aussi, je l'ai amené dans un mariage, puis la carte, elle s'est promenée, puis l'animateur, il en parlait. Mais micro, ça, c'était vraiment bienvenu. J'aimerais ça qu'on mentionne aussi, on a peu de temps encore, mais pour rejoindre justement Olivier Blais, qui fait des câlins, mais qui représente la Brigade du bonheur, de l'amour et de la paix, qui est un peu l'initiateur, on peut dire, de ce mouvement. Donc, on peut chercher sur Facebook Brigade du bonheur, de l'amour et de la paix. Donc, on va trouver sur la page web, la page Facebook, en fait, puis on va pouvoir avoir plus d'informations. Oui, il y a les événements quand ils cherchent des gens pour aller donner des câlins dans un festival, dans un organisme ou au coin du métro. Oui, il y en a pour tous les goûts. On peut aller en chercher des câlins, on peut aller en donner. Donc, tout le monde est, selon comment on se sent puis comment on veut s'impliquer, on peut faire... Exactement, puis il n'y a pas de pression. T'es libre, tu y vas. Si tu peux pas y aller à la dernière minute, c'est pas grave. On ne te met pas de pression. C'est vraiment agréable. Puis les gens que j'ai rencontrés, quand je l'ai fait aussi, il y a comme un petit lien qui se crée. Oui. Parce que quand je l'ai fait, il y avait d'autres personnes que c'était leur première journée. Oui, c'est ça, exactement. Il y a comme... C'est comme une famille. Oui, c'est quelque chose. C'est un geste très gratuit et très qui fait du bien. Alors, merci beaucoup, Isabelle. C'était une belle chronique que tu nous as fait. J'espère que tu vas revenir nous voir en studio pour d'autres bons sujets. Oui, puis là, je vous laisse, puis je vais vous donner des câlins. Oui, on donne un beau câlin avant de partir. Merci beaucoup, Isabelle. Au revoir. Les chiens aboient, le train passe, c'est la nuit, pas loin de minuit. Les étoiles sont magnifiques, le ciel est noir, de ce noir bleu que l'on voit quand on est triste ou bien joyeux. Les chiens aboient, et Willy, le vieux Willy, écrit. À toi, ma bouteille de whisky, je lègue ma tristesse et mes ennuis. À toi, ma bouteille de whisky, je lègue mes fucking soucis, j'ai raté ma vie. Ce n'était, semble-t-il, qu'une question de secondes. Elle ne tient qu'à un fil, notre place dans ce monde.
détour d'une peine, je me suis égaré. Si loin qu'on se souvienne, ma mémoire est cassée. Mes amours étaient belles, mais tout me les rappelle. Encore le labyrinthe, le destin qui m'esquinte. Les chiens à boire, le train passe. C'est la nuit, pas loin de minuit. Les étoiles sont magnifiques, le ciel est noir, de ce noir bleu que l'on voit quand on est triste ou bien joyeux. Ne soyez pas trop triste pour la fin de ma piste. Tous mes os me font mal, ils m'attaquent en chacal, en combat inégal. Ouch! Ah! Un peuple de démons, de fantômes en sommeil. Se cacherait-il au fond de toutes mes bouteilles? Je suis si vieux, et où sont mes petites vieilles? Pour ma part, il me tarde de partir en voyage. Quitter cette famille de terreur qui fourmille. Les chiens à boire, le train passe. C'est la nuit, pas loin de minuit. Les étoiles sont magnifiques, le ciel est noir, de ce noir bleu que l'on voit quand on est triste ou bien joyeux. Au loin les flammes, au loin les flammes. Hein, regardez là-bas, c'est la cabane à Willy. Les flammes, ça brûle. Et au vent qui emmènera la fumée de ma cabane en bois, je lègue ma philosophie et aussi toutes mes idées de génie. Et enfin à toi le passant qui passera, je te lègue ma porte-nova. Je te préviens tout de suite, l'amour n'existe pas. Au loin les flammes, au loin les flammes. Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604, le 514-990-9604. Nous poursuivons au microphone avec le même sujet. En fait, sommes-nous tous des malades mentaux? Pierre, tu as amorcé ça un peu plus tôt dans l'émission. Oui. On va poursuivre donc sur le sujet. Tu as encore des informations à nous dévoiler. Oui, cette fois, je vais vous lire quelques passages d'un article écrit par Yves Dalpé, qui est psychologue et qui écrit dans Le Soleil. Lui aussi se pose des questions sur le fameux DSM. Le DSM, en passant, c'est un acronyme anglais qui veut dire Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, qu'on pourrait prendre. Qui nomme à peu près toutes les problématiques imaginables. On appelle ça la Bible en santé mentale. C'est le recensement de toute maladie. Oui, exactement. Et son médicament qui va avec, en fait. Oui. Alors, lui aussi s'interroge. Il nous dit, il est devenu urgent, selon moi, que le Québec prenne conscience de la dérive actuelle de la biopsychiatrie qui explique les souffrances humaines normales par le déraillement chimique du cerveau. Je sais que ce sujet fait énormément réagir les gens. Il nous dit, mais cette contestation de l'approche purement chimique des souffrances morales est devenue nécessaire et le public doit connaître le rôle pernicieux des compagnies pharmaceutiques qui exercent une influence néfaste sur la psychiatrie. Il nous dit, je vous fais donc part aujourd'hui de certaines informations livrées par Jean-Claude Saint-Onge, auteur québécois, qui me sont d'ailleurs familières. Il nous dit le nombre de maladies mentales répertoriées dans la Bible des psychiatres, soit le DSM, ne cesse d'augmenter jusqu'à inclure, selon lui, des états normaux. Par exemple, la tristesse engendrée par la perte d'un être cher devient une dépression majeure si elle perdure au-delà de 2 semaines. D'autres exemples, le bégaiement, le syndrome prémenstruel, la timidité, rebaptisé phobie sociale, l'éjaculation précoce ou encore le trouble du déficit de l'attention et hyperactivité qu'on appelle le TDAH, surtout présent chez les enfants, dont les critères font en sorte qu'un pourcentage incroyable d'enfants tombent dans ce diagnostic.
Ces maladies mentales, entre guillemets, ouvrent la porte aux compagnies pharmaceutiques qui peuvent aussi vendre leurs remèdes. Nous assistons aujourd'hui à une fausse épidémie de maladies mentales fabriquées de toutes pièces par les compagnies pharmaceutiques, déplore Jean-Claude Saint-Onge. Est-ce normal, d'après vous, que les 2/3 des psychiatres ayant siégé à l'équipe de rédaction du DSM aient été en conflit d'intérêts puisqu'ils étaient rattachés à des compagnies pharmaceutiques? Si on se fie à tous les diagnostics du DSM, nous serions à peu près tous fous, raille M. Saint-Onge. M. Dalpé nous dit « Détrompez-vous si vous croyez que les psychotropes, c'est-à-dire les médicaments utilisés en psychiatrie comme les antidépresseurs, les anxiolytiques, les somnifères, etc., sont tous issus de recherches scientifiques rigoureuses, car on y déplore de graves erreurs méthodologiques et de la manipulation de données à grande échelle. Selon lui, est-ce normal qu'on ne publie que dans les revues scientifiques que les résultats favorables aux médicaments? Et saviez-vous que si on considère les recherches non publiées, l'efficacité prétendue des psychotropes s'affaisse? Saviez-vous aussi qu'après 40 ans de recherche, on n'a jamais pu établir que la dépression était causée par un manque de sérotonine? En 20 ans, les compagnies pharmaceutiques ont été condamnées à 20 milliards d'amendes. Ce que j'ignorais. Oui. Par ailleurs, les diagnostics psychiatriques sont hautement subjectifs. Il n'y a pas de test médical comme une prise sanguine qui puisse en témoigner de façon objective. Le taux de concordance entre psychiatres sur les différents diagnostics est très faible. L'auteur du livre Tous fous, écrit par M. Jean-Claude Saint-Onge, cite une recherche dans laquelle 3 médecins sur 4 se sont trompés sur le diagnostic du TDAH, du trouble de déficit d'attention. déficit d'attention. Ouais. Autre aspect minimisé, les nombreux effets indésirables des psychotropes qui sont passés sous silence et peuvent être désastreux. Saint-Onge parle même d'hécatombe dans les maisons pour personnes âgées. Les psychotropes les entraînent dans la mort, nous dit-il. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, je n'ai aucun avantage professionnel ou personnel à propager ces faits, croyez-moi. C'est tout le contraire, car je risque de déplaire à beaucoup de personnes qui vont tirer sur le messager. Comme je suis psychologue clinicien, on s'imagine que je prêche pour ma paroisse. C'est M. Dalpé qui parle. Vous savez, ce serait tellement plus simple d'écrire que médicaments et psychothérapie sont en complémentarité et qu'on travaille tous main dans la main. Finalement, il dit, mais j'ai plutôt envie de crier non, nous ne sommes pas des machines chimiques, c'est faux. Et cessons de vivre dans l'illusion des solutions miraculeuses et rapides qui viennent de l'extérieur. Les solutions au mal de vivre et aux problèmes existentiels ne résident pas dans la pilule. Elles passent plutôt par l'entraide et la prise en charge de soi-même. Elles demandent de la réflexion, de l'effort, de la discipline, des changements d'attitude, de comportement, de style de vie, etc. Les solutions aux médicaments sont nombreuses et efficaces, soit l'éducation, l'exercice, l'hygiène de vie, la bibliothérapie, la psychothérapie individuelle et en groupe, etc. Et non, nous ne sommes pas malades quand nous traversons des épreuves. En conclusion, il nous dit, comme je le comprends, les psychotropes peuvent être utiles dans des situations bien particulières et de façon temporaire, mais ils sont devenus une panacée généralisée et idéalisée à tort, non sans graves conséquences. Oui, excellent sujet. Merci beaucoup. Ça boucle la boucle justement du sujet, mais c'est vraiment fascinant. Merci pour on y reviendra aussi au cours de la saison. Oui, merci Julien de ta participation. On continue en musique à Folie Douce. Pourtant j'ai l'impression d'être tellement sincère, mais ce n'est pas assez pour toi. Je t'aurais décroché la lune juste pour le fun, mais y'a rien à faire. T'es frette comme un gun. Comment
le cœur de bord en bord et tu me laisserais de mort. Je t'aurais décroché la lune juste pour le fun, mais y'a rien à faire, t'es frette comme un gun. Je t'aurais décroché la lune juste pour le fun, mais y'a rien à faire, t'es prête comme un gun. Folie douce est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez le lien sur notre site web antenne.qc.ca. Pour conclure cette émission de Folie douce, Ghislain Malo en ma compagnie ici. On va y aller, Ghislain, comme à notre habitude, pour la nomenclature des chansons qu'on a pu entendre dans l'émission de cette semaine. Oui, toutes québécoises. Ben oui, on a écouté Samy Samy en début d'émission. De Fanny Blue. On a pu entendre Des trous dans les bas. De Patrice Michaud. Dans la deuxième demi de notre émission, on a pu écouter Willy. De Jean Leloup. Ben oui, notre... C'est devenu... il fait partie des grands artistes québécois. Absolument, c'est un incontournable. Et à l'instant, juste pour le fun. Du groupe La Loi des Cactus. Et voilà, merci beaucoup pour votre choix musical à toi et à Pierre. Merci. Merci également Pierre pour la mise en onde. Bienvenue. Merci pour tes blocs Espresso et Espresso allongé où on a parlé de... en fait, on a poursuivi Sommes-nous tous des malades mentaux, le sujet que tu avais amorcé la semaine passée. Alors, on en a beaucoup appris. Ça nous aide aussi à devenir critique par rapport à tout ça. Là. Oui. Sans être pour autant anti-médication. Non, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de critiques par rapport au DSM-5, donc c'est quelque chose qui devra peut-être être revu. Je remercie notre invité en début d'émission, dans le premier quart d'heure. En fait, on a eu Maria Labrec du Chêneau qui nous a parlé de l'organisme Au cœur des familles agricoles. Les gens qui veulent en savoir plus sur le sujet, le site web c'est ACFA. Réseau avec un X.qc.ca. Donc, tout ça collé, ACFA, réseau.qc.ca pour en savoir plus justement au niveau des problématiques vécues par les gens en région, justement, des gens qui vivent de l'agriculture. On en parle peu, puis c'est important qu'on s'en occupe. Alors, je remercie également notre chroniqueuse Isabelle Provencher qui nous a parlé du pouvoir des câlins. Alors, Isabelle a pu nous convaincre, je pense, du bienfait des câlins. Est-ce que tu crois à ça? Oh, oui, certainement. Ouais. C'est mieux. Oh, oui, définitivement, il y a des vertus. Là, je pense que c'est vraiment bien. Alors, merci beaucoup tout le monde. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Merci beaucoup, Pierre. Salut. Merci beaucoup, Ghislain. Bonjour. À la semaine prochaine, tout le monde. Au revoir. Pop